C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour le compte de l'invité du journal, ce moment qui nous permet de parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Ici, nous recevons pour vous les hommes politiques de la société civile, des confessions religieuses pour décrypter l'actualité. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons devoir parler de la faim en Afrique, témoignage d'une minorité paradoxale. C'est le sujet du jour avec notre invité. Il s'agit de M. Joël Njaokolo. Il est philosophe et en même temps conférencier. Bonjour, M. Joël. Bonjour, madame. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir pour la toute première fois sur ce plateau de HIV Vainqueur Télévision. Merci beaucoup et la joie est partagée. La joie est partagée parce que c'est aussi un honneur pour moi de me retrouver ici suite à votre invitation. Merci beaucoup, je l'ai déjà annoncé, je crois que ceux que nous suivons ont déjà compris les sujets du jour. Vous avez organisé une conférence et débat sur le thème la faim en Afrique, témoignage d'une minorité paradoxale. Monsieur Joël, j'aimerais un peu savoir ce que vous visez par cette activité. Par cette activité avec le thème la faim en Afrique, témoignage d'une minorité paradoxale, nous visions d'abord que le peuple congolais et que nos concitoyens prennent conscience du fait que la faim en Afrique est justement cet indice-là de la précarité, de la misère. Et qu'ensuite, ayant pris conscience de cette précarité, que nos concitoyens soient en mesure de combattre cela. Et donc, c'était d'abord susciter la prise de conscience que nous avons eu à organiser cette conférence-là. Et M. Joël, vous êtes un jeune. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs qui sont là. Mais vous, comment vous avez pu y réfléchir pour organiser une conférence débat? C'est déjà quelque chose déjà félicité parce que nous sommes aussi jeunes, nous le voyons. Il y a des philosophes, nous avons plusieurs philosophes dans notre pays, mais arriver à organiser une conférence débat, inviter tous les jeunes à y participer, ça n'a pas toujours été facile. Alors, quels sont les aspects que vous avez épinglés dans votre conférence débat? Avec la faim en Afrique, témoignage d'une minorité paradoxale, nous avons voulu montrer aux gens que, voilà, avec le phénomène de la faim, nous pouvons saisir ou comprendre notre pays ou encore notre continent comme un enfant, comme si ce pays ou bien ce continent fonctionnait comme un petit enfant, un mineur, mais cela de manière paradoxale. Et au fond de cette conférence-là, nous avons eu à passer par deux étapes. Premièrement, nous avons commencé par éclaircir le thème. Et deuxièmement, nous avons opéré deux ramifications qui partent directement de l'éclairage porté sur le thème. Et sur l'éclairage porté sur le thème, nous avons justement montré que parce qu'il y a plusieurs thèmes. Hein. La faim en Afrique qui commence, il y a un des points, c'est-à-dire que ça explique déjà une minorité paradoxale. Si on peut commencer d'abord par un peu essayer de comprendre d'abord les différents concepts que vous avez exploité la faim en Afrique. Oui. Pourquoi une minorité paradoxale? Voilà, pour mieux comprendre notre sujet, il faut commencer par mieux comprendre minorité paradoxale. Ah oui. Par minorité paradoxale, nous nous insérons dans le contexte ou dans la perspective kantienne d'Emmanuel Kant, pour qui, voilà, minorité, c'est cette manière d'être d'une personne qui est incapable de pouvoir se servir de manière autonome de sa raison pour pouvoir résoudre certaines situations dans la vie. Et élargissant justement cette perspective, et nous insérons dans le contexte de la législation de notre pays, nous savons que le mineur, c'est celui qui a moins de 18 ans et que le majeur a plus de 18 ans ou à 18 ans et révolu. Alors, l'Afrique, dans sa manière de fonctionner, tant qu'elle est incapable de résoudre la question de la subsistance, donc elle n'est pas autonome dans sa manière de résoudre cette question-là, puisqu'elle recourt sans cesse aux pays étrangers et aux puissances de ci et là pour mettre fin à cette question-là, nous nous rendons compte qu'elle agit comme un mineur ou bien comme une mineure. Ah oui. Et
cette minorité est paradoxale parce que, voyez-vous, nous savons que, par exemple, pour notre pays, nous sommes indépendants depuis plus de 60 ans ou depuis 60 ans. Et comment imaginer un monsieur, un homme avec 60 ans d'âge, mais en train de courir derrière d'autres personnes pour mendier, pour demander de l'aide, pour demander que... C'est-à-dire qu'un monsieur déjà de 60 ans sous-attend qu'il a atteint un certain niveau de maturité, Exactement. il comprend des choses qu'une petite fille, soit un petit garçon, ne peut pas comprendre. Exactement. Et deuxièmement, ce paradoxe a lieu dès lors que nous essayons de considérer une découverte en sciences historiques selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité. Comme berceau de l'humanité, ça veut dire que l'Afrique est le continent qui a pour la première fois connu la présence humaine sur la Terre. Et donc, ayant connu l'homme pour la première fois, la logique voudrait que l'Afrique puisse avoir une certaine longueur d'avance en ce qui concerne l'humanisation et la dignité humaine. Ouais. Et donc, nous sommes aînés par rapport aux autres continents en ce qui concerne l'homme. Mais malheureusement, quand nous mettons à vérifier les choses dans la réalité concrète, nous voyons tout à fait le contraire. Les autres peuples ont plus d'avance sur nous et nous sommes restés beaucoup en arrière. Donc, il n'est pas normal que nous puissions vivre dans des conditions inhumaines. Vous voyez un peu. Et ce paradoxe va à son paroxysme tant nous essayons de considérer aussi le fait que l'Afrique regorge beaucoup de potentialités, notamment notre pays. Nous avons énormément de richesses. Nous avons une potentialité démographique très grandiose. Mais malheureusement, nous voyons très bien que nous vivons de manière précaire et ça, c'est à déplorer. Voilà pourquoi nous avons eu ces thèmes-là, la faim en Afrique, témoignage d'une minorité paradoxale. Vraiment, c'est un bon sujet qui interpelle tout le monde, hein, que vous soyez jeune, que vous soyez parent ou c'est pas moi qui, mais c'est toujours important de savoir certaines choses. Et M. Joël, quelles sont les causes? Parce qu'on le sait, dans chaque situation, ou soit dans chaque événement, il y a toujours des causes et conséquences qui entraînent cela. Et j'aimerais un peu que vous nous parliez aussi des causes et conséquences de la faim en Afrique. Avant d'y répondre, je voulais tout d'abord signifier le fait que la faim est le témoignage d'une minorité paradoxale, du fait que l'Afrique est paradoxalement mineure. Et comme témoignage, la faim n'est pas l'unique élément qui peut nous aider à comprendre ou bien à saisir la précarité ou la misère de l'Afrique. Il y a encore beaucoup d'autres éléments, mais nous avons choisi la faim parce que, en nous insérant dans la perspective du professeur Cléophas Kento dans son livre La faim sans fin en Afrique, nous nous rendons compte que suite à une étude phénoménologique, que les Africains agissent plus à cause de la faim. À partir de la faim, nous pouvons facilement comprendre l'agir de l'Africain et plus particulièrement du Congolais sur tous les plans pratiquement. Alors, à chercher à savoir les causes de la faim, c'est justement une manière de nous demander d'entrer dans la deuxième partie de notre conférence qui est une ramification où nous essayons de cerner les affluents ayant conduit justement l'Afrique à se déverser et à s'installer dans son état de précarité et de minorité. Et parmi ces instances-là, nous avons premièrement saisi les puissances impérialistes et deuxièmement les Africains eux-mêmes qui agissent comme des autofossoyeurs. Les puissances impérialistes, pas de manière fondamentale ou partiellement, mais plus c'est nous-mêmes dans notre manière d'agir au niveau local. Les impérialistes, déjà au niveau à l'époque de la traite négrière, quand ils descendaient chez nous, ils capturaient les gens par force pour les amener à travailler. Des esclaves. Exactement, comme des esclaves, les amener à travailler en Amérique, puis enrichir l'Europe. Et cette traite-là s'est passée pendant 3 siècles. Vous imaginez, 3 siècles, les Africains étaient obligés de vivre dans une situation inconfortable. Ils étaient obligés de s'enfuir ci et là pour pouvoir subsister, pour pouvoir survivre. Et pendant 3 siècles, on ne pouvait pas construire l'Afrique. L'Afrique ne pouvait pas se construire dans ces conditions-là. Alors que nous savons quelques temps avant, il y avait des royaumes forts. Le royaume Congo, le royaume Cuba. On a eu beaucoup de royaumes comme ça dans le temps qui prospéraient avec beaucoup plus de richesses. Et quand ils sont venus installer justement ce désordre-là,
on ne pouvait plus aller de l'avant. C'est par rapport à ces désordres qui ont occasionné la faim en Afrique. Pas directement. Pas directement. Ce sont juste des éléments qui vont nous aider à culminer sur un point qui va nous permettre de voir clairement comment est-ce qu'ils ont impacté sur la misère, sur la fabrication de la misère en Afrique. Parce que après ce temps-là, pendant la colonisation, s'étant rendu compte que, d'abord pour mettre fin à la traite, s'étant rendu compte qu'ils avaient maintenant de machines, de l'industrie, et que la main noire ne pouvait plus d'être des grands apports dans la production chez eux, ils ont mis fin à la traite. Ayant beaucoup produit en Europe, ils étaient obligés de trouver des marchés où écouler leurs marchandises. C'est ainsi qu'ils ont prôné pour le colonialisme. Descendus chez nous, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais le moment venu de nous laisser libres ayant sonné, ils nous ont laissés libres, mais tout en laissant un système qui continue à nous maintenir dépendants d'eux, notamment avec le néocolonialisme. Ayant lu Jean Ziegler dans son livre « L'Empire de la honte », il nous montre comment est-ce que la faim et la dette sont utilisées par ces puissances-là pour pouvoir maintenir l'Afrique dans son état de précarité. Leur puissance n'est pas ils ont atteint leur niveau non pas de manière innocente. Il y a quelque part de quoi soupçonner un peu leur politique et leur manière de pouvoir impacter sur l'Afrique. Si nous sommes restés à notre état, ce n'est pas un pire hasard. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ce que nous sommes actuellement. Parce que ayant justement déposé le concept de développement comme cet horizon vers lequel tout peuple est censé se rendre, ils ont, en quelque manière, nous ont rendus dépendants d'eux. Parce que vous savez, quand on arrive à réaliser quelque chose de grandiose et qu'on invite tout le monde à pouvoir arriver à ce que nous, on a réalisé, comment justement arriver à demander à ce peuple d'être libre? Nous ne serons pas libres, nous serons obligés de faire comme eux pour arriver là où eux sont arrivés. Oui, M. Joël, on évolue et vous nous avez expliqué quelques causes, on a compris, causes et conséquences. Et maintenant, j'aimerais un peu savoir ce que vous conseillez aux hommes politiques et décideurs. Nous voudrons tout d'abord qu'il y ait un certain patriotisme original, puisque nous nous rendons compte que le patriotisme prôné ci et là par nos politiciens ne se limite qu'au niveau du langage, mais n'a rien à voir de contact avec la réalité. Vous savez, Lumumba a été tué, fusillé, non pas des mains d'un blanc, mais des mains d'un noir. Et quand l'impérialiste descendait en Afrique pour capturer les gens lors de la traite, ils se servaient des noirs eux-mêmes pour les arrêter. Et actuellement, notre malheur nous vient plus des Noirs, plus de nous-mêmes plutôt que d'autres peuples. Et donc, moi particulièrement, je conseillerais à nos politiciens, à tous ceux qui ont ce pouvoir-là d'agir, de faire preuve d'un certain patriotisme et d'aimer leur propre peuple. Actuellement, on voit les politiciens chercher à envoyer leurs enfants ailleurs, chercher à renforcer l'économie d'ailleurs par tout ce qu'ils peuvent entreprendre, mais chez nous-mêmes, il n'y a pas un regard sérieux posé et un amour sincère qui peut aider les peuples à aller de l'avant. C'est plus de la misère. Mais vous avez organisé une conférence et c'est bien. Vous avez parlé de la faim en Afrique, témoignage d'une minorité paradoxale, c'est aussi bien bon. Mais est-ce que vous avez eu aussi le temps de proposer quelques pistes, des solutions pour permettre à l'Afrique de se développer? Si on peut parler, pourquoi pas, de notre pays, la RDC? Oui, bien sûr que oui. Le développement viendra dès lors que nous essaierons, nous les Africains, d'abord, comme je l'ai dit, d'aimer le pays. Et ayant aimé le pays, nous pouvons nous asseoir, réfléchir sur ce qui nous arrange. Mais malheureusement, nous courons plus derrière la mondialisation, derrière les nouvelles technologies des autres peuples qui sont inventées ailleurs. Et nous ne faisons que les utiliser comme des petits esclaves. En fait, ils ont restreint notre champ d'action. Puisqu'il y a des téléphones, on est obligé de les avoir, il y a des ordinateurs, on est obligé de les avoir, alors qu'on pouvait s'arrêter, réfléchir sur notre contexte à nous, qu'est-ce qui nous arrange pour nous aider à aller de l'avant.
nous ne sommes pas vraiment originaux. Actuellement, vous allez voir dans beaucoup de familles, on oblige les enfants à ne pas parler les langues de chez nous, plutôt que les langues d'ailleurs. Et ça, ce sont déjà des indices qui prouvent qu'on voulait nous déposséder. Nous ne sommes plus nous ne sommes plus originaux. Et dès lors qu'on n'est plus original, on ne saura pas aller de l'avant. Nous devons d'abord commencer par être nous. Ensuite, on ne cherche pas à nous enfermer. Non, on ne s'enferme pas, mais c'est nécessaire qu'on puisse d'abord être nous, réfléchir sur nous, ensuite nous ouvrir pour aller de l'avant. Puisque, comme dit le professeur Cléphas Keto, pour être solidaire, il faut être solide, sinon on devient soluble. Vraiment. Bien sûr. Et parlons un peu de l'agriculture parce que c'est un sujet aussi qui est très important pour lutter contre la faim. Parce que l'agriculture aussi prioritaire aussi dans un pays. Que pensez-vous de l'agriculture dans notre pays? L'agriculture de notre pays est d'un grand apport pour pouvoir élever notre niveau de vie. Mais cela devra passer par justement des instances, des instances qui décident, donc les politiques. Aussi longtemps que ces instances-là ne seront pas vraiment organisées, il sera très difficile que l'agriculture organisée aussi puisse pouvoir aider les peuples. Moi, je crois qu'il est préalable que les politiciens puissent organiser les choses telles qu'il les faut, puissent aimer d'abord leur peuple tel qu'il le faut. Ensuite, les autres choses pourront venir peut-être d'elles-mêmes. Et est-ce que la RDC est épargnée face à ces fléaux? Les fléaux de l'agriculture? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit des gens quitter leur province, parce que des fois, certaines choses, vous êtes philosophe, vous êtes aussi conférencier. Aujourd'hui, on voit plus de gens quitter leur province, à venir ici en RDC, plutôt dans la capitale, faire des commerces, au lieu de privilégier d'abord l'agriculture. Même au niveau du ministère de l'Agriculture, on voit souvent qu'il n'y a pas vraiment assez d'activités pour essayer un peu de réveiller la conscience de la population sur l'importance de l'agriculture. Je pense que ces critiques-là seront mieux étayées par des économistes qui sont un peu plus qualifiés. Du moins, je crois que l'agriculture bien organisée pourra aussi booster dans une certaine mesure et considérablement l'économie et pourquoi pas le développement de notre pays. Et que conseillez-vous à tous les jeunes qui nous suivent? Parce que vous aussi, vous êtes jeune, mais vous réfléchissez tous les jours comment développer ce pays, apporter aussi votre contribution à l'édifice de notre pays. Que pourriez-vous conseiller à tous les jeunes qui nous suivent en ce moment, qui sont philosophes comme vous? Est-ce qu'ils doivent venir vers vous apprendre certaines choses parce que vous organisez souvent des conférences pour acquérir certaines connaissances? Aux jeunes, je pourrais tout simplement conseiller de savoir d'abord se servir eux-mêmes de leur pensée, de leur raison pour pouvoir comprendre certaines situations qui se passent dans notre pays. Et voyant tout ce que nos aînés produisent comme fait, il n'est pas toujours souhaitable que nous les imitions, mais malheureusement, c'est de plus en plus établi comme mode suivi dans notre pays, que voilà, quand on est politicien, on doit se servir des choses du pays comme on le voulait, de sorte que nous aussi devenus responsables demain, nous risquons de faire les mêmes histoires. Je crois qu'il faut suffisamment interpeller la jeunesse que nous sommes pour que nous prenions conscience que nous sommes obligés d'aimer notre pays. Puisque vous allez voir, il y a beaucoup de réfugiés qui partent ci et là, même de notre pays. Dès que quelqu'un a une opportunité pour sortir du pays, aller ailleurs, pour lui, c'est plus qu'un billet vers le paradis. Il s'en réjouit tellement. Je crois que nous devons arriver à aimer notre pays, à construire notre pays pour que les gens puissent nous respecter. On a besoin que les gens nous respectent et il faut aimer le pays pour le servir comme il faut. Donc, que nous mettions notre esprit sur place, sur notre pays à nous, et l'aimer autant qu'il le faut. Un mot de la fin. Je tiens à vous remercier d'abord de m'avoir invité. Merci. Remercier également le grand frère Jacques Isongo, par l'entremise de qui j'ai pu parler à un si grand public, et que le plus important soit le fait que ces partages puissent aider justement le peuple ou les jeunes à pouvoir aller de l'avant, pouvoir s'améliorer, et non pas, comme nous le voyons souvent dans les universités ici et là,
s'arrêter à applaudir inutilement les politiciens ou les professeurs qui essaient de se distinguer. Non, on devait plutôt évaluer leur manière, leur science ou leur pratique scientifique sur base de leur contribution pour améliorer les conditions de vie de notre pays. C'est sur cette note-là que je voulais finir et vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Aujourd'hui, nous avons parlé autour de la faim en Afrique, témoignage d'une minorité paradoxale avec notre invité, je le rappelle, ce monsieur Joël Ndjonkolo. Il est philosophe et en même temps conférencier. À vous qui nous avez suivis, je vous dis merci et on se retrouve très prochainement. Au revoir.